Je trouve que la reconnaissance publique d'une agression qui s'est passée en privé, ça compte. Le regard s'est absenté de la pièce. Il est au-dessus. C'est quelque chose que, en même temps, je pensais qu'il n'arriverait jamais. Il s'éloigne, incognito, anonyme. C'est juste une bataille. Moi, je me suis battue. On va attendre que ça passe. C'est ma vie et en même temps, c'est pas tout à fait ma vie. L'esprit, il restera là au-dessus. Ça fait que je suis là, en même temps, je suis un peu à côté. De toute façon, ça ne change rien. C'est pas ma vie. Ça change tout. Je m'appelle Julie et voici mon kintsugi. Julie est ma meilleure amie depuis 18 ans. Entre ses 8 et ses 11 ans, elle a subi des agressions sexuelles de la part de son voisin. Elle n'en a parlé que des années plus tard. D'abord à moi, quand on avait 16 ans, puis à ses parents. À 25 ans, en 2019, elle décide sans vraiment y croire de porter plainte, parce qu'il faut faire, parce qu'il faut agir, transformer ses interrogations et réflexions et espérer peut-être protéger les autres. Julie n'attend rien de la justice, mais celle-ci fait son travail. L'enquête avance, peut-être y aura-t-il un procès, peut-être que cela ne sera pas seulement une question de parole contre parole. Sans s'en rendre compte, en avançant jour après jour, Julie n'est plus l'enfant démuni face à l'adulte qui agresse, elle est une femme qui demande justice. Et cette justice va peut-être enfin lui être accordée. Au cours de son long chemin de résilience, Julie a changé grâce à ses lectures, à ses rencontres, à ses réflexions. Une reconstruction toujours en cours et amorcée bien avant qu'on ne se lance dans ce podcast. Julie appelle ça son kintsugi, d'après l'art ancestral japonais de réparation de la porcelaine brisée qui, plutôt que de les cacher, met en avant les fissures avec de l'or. Vous écoutez Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction, un podcast de Nina Pareja avec Julie, produit et réalisé par Slate.fr. « 21 janvier 2021. Si demain il est jugé, ça ne me rendra rien, mais ça changera tout quand même, en fait. Quand je vais porter plainte, j'ai pas 5 ans. Je sais que énormément de plaintes n'aboutissent pas. Mais tout le monde le sait. D'ailleurs, on va porter plainte au bout de je sais pas combien de temps. C'est pas... faut arrêter de dire aux filles qui viennent porter plainte que c'est pour la beauté du geste, en fait. Mais c'est ça. C'est trop grave, en fait. C'est gravissime, je trouve, de dire à quelqu'un vous le faites pour vous. Ah bon? Ouais, non, la police, là, il faut vraiment que ça change, quoi. Non, mais là, en c'est parlant pour ça de que ça, on appelle le commissariat. Ouais. Oui, bonjour. J'ai déposé plainte et j'aimerais savoir ce qu'il en est. C'était auprès de la brigade des mineurs. Ah, ok, ne quittez pas. Merci beaucoup. Oui, alors? Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je suis venue déposer plainte et je voulais avoir des nouvelles de cette plainte. Julie n'a jamais été contactée. Ni par téléphone, ni par mail, ni par courrier, rien, depuis sa plainte en novembre 2019. L'officier de police lui conseille d'appeler la gendarmerie où il a transféré son affaire en juin 2020. Merci. Au revoir. Au revoir. Julie, tu veux pas qu'on appelle la gendarmerie? Ouais. J'appelle? Ouais. Gendarmerie Paul-Roy, bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que je viens de joindre la brigade des mineurs de où j'avais déposé une plainte. Ils m'ont dit en fait que ma plainte avait été... Et puis l'affaire avait été transférée chez vous. Oui.
Et donc, D'accord. comme moi, j'appelais pour savoir où en était l'enquête. Voilà, on m'a dit la brigade des mineurs m'a dirigée vers vous. Julie apprend que son agresseur a été entendu et qu'il est donc notifié de la plainte. Face à cette nouvelle, elle fait part de ses craintes aux gendarmes. En fait, je sais pas comment il pourrait réagir en réalité. Comme je sais qu'on n'habite pas très très loin, là, moi, ça fait quelques années que je l'ai pas revu, parce que maintenant, je suis adulte, mais en réalité, je sais pas de quoi il est capable. Je me permets de vous parler un peu de ça parce que je m'occupe beaucoup de ce genre d'affaires. D'accord. Là-dessus, il faut pas que vous vous inquiétiez. Si jamais il y a le moindre souci, je pense que vous fermez la porte à clé chez vous le soir, enfin quand vous êtes chez vous, vous êtes plus ou moins en sécurité. Oui. Si jamais un jour il s'avère qu'il se pointe chez vous pour vouloir vous parler ou quoi, surtout vous ne l'ouvrez pas déjà pour commencer, et puis si vous vous sentez en danger, il faut pas hésiter à faire le 17. Ça c'est une chose très importante. D'accord. Vous avez quel âge sans indiscrétion? Là, j'ai 26 ans. Donc ça va, je suis adulte. Oui, ça va. Vous êtes plus une personne vulnérable. Mais bon, ne vous inquiétez pas des conséquences que ça peut avoir. Je pense que le plus important, c'est que vous puissiez tourner la page et passer à autre chose et grandir dans de bonnes conditions. Hein. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de problème. Merci. Écoutez, bon courage pour la suite en tout cas. Ils n'appellent pas pour tenir au courant. C'est à nous d'appeler parce que eux ne le font Et pas. pourquoi ils te le disent pas? Ils te disent pas quand tu portes plainte, je vais jamais vous appeler, appelez-moi. En tout cas, moi, ça m'a rassurée d'entendre la personne là qu'on a eu au téléphone. Il était super. Il était super, quoi. C'est clair. Et il t'a parlé tellement différemment. Ah, mais dans sa bouche, j'entendais pas que potentiellement j'étais une menteuse, que potentiellement ça allait nulle part, que voilà. Lui, il s'en tient aux faits. Et si les faits sont prouvables, ça change tout, quoi. Ça ne change pas la présomption d'innocence. Ça change que si effectivement on trouve des preuves, alors il va être inculpé. Attends, mais... Putain, j'hallucine. Oh, putain, je sens qu'il va y avoir un procès. 9 février 2021. Allô ? Allô, oui, coucou Nini. Coucou. Du coup, en allant sur mon téléphone, je vois qu'hier, en fait, quelqu'un a essayé de m'appeler à 11h30. Après, j'ai même pas vu qu'ils avaient laissé un message vocal. En fait, c'est la brigade qui me dit que voilà, le dossier il est clôturé chez eux, qu'ils ont fini l'enquête qu'ils devaient mener avant de transférer au tribunal. Donc, il a été auditionné dans les 15 jours, en fait. Ils m'ont dit donc qu'ils avaient transféré au tribunal. Ils avaient 6 mois, le tribunal avait 6 mois pour me tenir informée des suites ou non de cette enquête. Donc c'est dans les 6 mois qu'on devrait savoir s'il y a un procès ou pas, quoi. Alors ça va sembler rapide, 6 mois. Oui, non, c'est clair. Ouais, c'est vachement bien. Et tu l'as pris comment, cette nouvelle ? Enfin, j'espère juste qu'ils ont assez d'éléments pour pas que ce soit classé sans suite, c'est tout. C'est juste ça. 4 mai 2021. Je viens de recevoir un message vocal qui me disait qu'en fait, il devait me faire signer un papier qui s'appelle un avis de victime parce qu'il va y avoir un jugement le 2 septembre à 8h au parquet de... Oh. Je Mais sais pas. il va y avoir un procès ? Enfin, un jugement ? Mais c'est ça le truc, je sais pas si c'est la même chose, un jugement et un procès. Donc là, je vais les rappeler pour qu'ils m'expliquent un peu ce que c'est exactement. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même une bonne nouvelle. Tu le prends comme ça ou pour le moment, t'es juste perplexe parce que tu comprends pas ? Non, mais moi, je pense que c'est une bonne nouvelle, mais il faut juste que je comprenne ce que ça signifie, vraiment. Bon, tu me tiens au courant. Ouais, ça marche. Allô ? Oui, t'as essayé de m'appeler. Je viens d'avoir l'adjudant au téléphone et c'est bien un procès, en fait. Waouh. Eux, ils appellent ça un jugement, mais c'est la même chose. Et qu'est-ce que ça te fait ? Je sais pas. Je sais pas, c'est un peu... Tu vois, je m'attendais pas du tout là en me réveillant à avoir ce coup de téléphone. Je pense que je réalise pas trop, tu vois. Ouais. Là, pour le moment, encore un peu abstrait, quoi. C'est quand même un peu un aboutissement, non ? T'as pas le sentiment d'un truc... Je pense que je l'aurai quand j'aurai plus réalisé qu'il va y avoir un procès. Ok. Tu vois, carrément. Par contre, je pense qu'il est temps que j'en parle à mes sœurs. Ouais. Au-delà de mes parents, je veux dire. Bon, bah écoute... On en parle tout à l'heure, alors. Ouais, carrément. Tu veux que je vienne chez toi ? Ouais. Ok. Ça marche. Bah, à tout à l'heure, alors. Il y a ce que Julie dit et ce que Julie ressent. Malgré le chemin parcouru,
il me semble qu'elle n'a toujours pas accès à ses émotions. Sur le coup, quand on s'est appelé ce matin, tu savais pas trop comment réagir. Sur le coup, t'arrives pas à savoir comment réagir, c'est ça? C'est quelque chose que, en même temps, je pensais qu'il n'arriverait jamais. Je n'attendais pas ce coup de téléphone. Et là, donc c'était ce matin, là il est 18-19h. T'as eu le temps un peu de te demander ce que tu ressentais ou pas? J'ai compris. Après, avec les heures qui passent, franchement, j'ai trouvé ça super. Vraiment, moi, ce qui me soulage, c'est que je me dis qu'une fois qu'il y aura eu un jugement, ce sera derrière, quoi, dans ma vie. Je pourrais enlever ça je pourrais pas l'enlever de ma mémoire, mais si ce sera plus dans ma mémoire vive, je pourrais le chasser pour faire de la place pour autre chose, quoi. Et être disponible à autre chose à me dire, qu'est-ce qui se serait passé si j'avais porté plainte? Et qu'est-ce qui se serait passé si j'avais parlé? Et est-ce qu'il aurait été jugé? Mais là, en même temps, c'est tellement positif parce que même peu importe l'issue du jugement, il y a une reconnaissance par la justice. Donc c'est qu'il y a pas rien, quoi. Tu signes un papier qui dit que donc t'es victime, que tu te portes partie civile. Est-ce que c'est aussi un moment où tu te dis c'est ma reconnaissance en tant que victime, mais pas au sens en tout cas devant la justice on te reconnaît comme victime? Est-ce que t'as cette impression-là? Mais en fait, ce qui a changé depuis le début, c'est que moi j'avais un problème avec je confondais la victimisation et le fait d'être victime, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et je déteste la victimisation. Je confondais les deux, donc je disais tout le temps je suis pas une victime. Et ça voulait dire, je n'aime pas la victimisation. Je ne veux pas que sur moi porte, en plus de ce que j'ai vécu, le regard des autres, comme quoi, je sais pas, je serais une pauvre petite chose, ou que je serais sale, ou que je serais, tu vois, amoindrie, ou je sais pas quoi, ou fragilisée. Alors dans les faits, oui, en fait, t'es fragilisée. Il y a pas de survivant, il y a juste une nouvelle personne. Maintenant, aujourd'hui, face à lui, il va pas rencontrer l'enfant. Il va rencontrer la femme, et je pense qu'il la connaît pas. Enfin, tu vois, il m'a jamais vu adulte. L'enfant que lui a connu, l'enfant du crime, il est mort. Hein. Par contre, je me dis que quand tu meurs, tu deviens éternel. Donc cet enfant, à la fois qui est mort, il est éternellement présent. Je trouve que la reconnaissance publique d'une agression qui s'est passée en privé, ça compte. Que finalement, cette histoire ne soit plus une affaire privée, mais que ça soit jugé publiquement, légalement, et que ça quitte cette sphère-là pour passer dans une sphère sociétale, c'est hyper important en fait. La justice me surprend, je réalise certainement pas du tout encore, mais je suis très contente de ce changement de sphère-là. Quelque part, j'ai l'impression que c'est plus moi qui porte, mais que c'est d'autres qui vont porter pour moi, et que c'est comme ça aussi qu'on se libère de quelque chose. Par contre, je pense quand même qu'au départ, moi, j'aurais jamais cru. Mais vraiment, on m'aurait dit, tu sais, il va y avoir un procès. J'aurais dit, non. Bon, du coup, pour fêter la nouvelle, on va faire un truc qu'on fait jamais. C'est qu'on va s'ouvrir une bouteille de crément Lidl, 4,49€. Ne pète pas mon plafond. Hein. Non mais je vais pas péter ton plafond. Attention. Oh. La justice. Après la joie, les questions. Il faut préparer le procès auquel on ne s'attendait pas. Nous sommes plus d'1 an et demi après la plainte, il faut s'organiser en urgence et commencer par trouver un ou une avocate. On avait rencontré une avocate à Paris, qui est super, mais dont les honoraires sont pas forcément donnés. Et du coup, on se renseigne pour un avocat à chaque fois qu'il faut faire un truc comme ça. Moi, je fais « Allô papa, allô maman, vous connaissez un avocat ?» Et là, on va rencontrer l'ancien bâtonnier de et ça peut te permettre de bénéficier, si j'ai bien compris, d'aide juridique parce que c'est dans la même région que le procès. Au-delà de ça, au-delà du financier, mais qui est hyper important parce que c'est quand même la question qui va tout déterminer par la suite. Je vais pas voir quelqu'un que je peux pas payer, ça c'est clair.
moi j'ai des questions aussi sur la procédure en elle-même, s'il peut me raconter quels sont les enjeux là du fait que je sois représentée, à savoir que justement cet adjudant que j'ai eu au téléphone m'avait dit que j'étais pas obligée d'être représentée par un avocat, ce qui me paraît hyper bizarre. Faut prendre un avocat. Mais moi ça viendrait même pas à l'idée de ne pas prendre d'avocat quoi. Oh là là, c'est marrant parce que je suis de bonne humeur alors que bon. Oui, mais oui, C'est quand même pas le moment le plus réjouissant de ma life. t'appréhendes ou Mais pas aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Non, j'appréhende pas du tout. Par contre, ce qui me fait peur, c'est qu'ils me disent que en fait, techniquement, matériellement, je suis pas en mesure de me payer un avocat. Tu vois ce que je veux dire ? Ça me ferait super mal au cœur parce que j'ai dépassé le délai de 48 heures pour avoir un avocat commis d'office. Enfin, tu vois, ça me ferait vraiment mal de me rendre compte que je peux pas être bien représentée parce que j'ai pas les 5 000 euros qui feraient que, bah oui, je choisis mon avocat. Et puis voilà, il n'y a pas de discussion, tu vois. Je dis c'est toi ou c'est toi et je suis représentée comme j'aimerais être représentée. J'ai trouvé un avocat meuf. Yeah! J'aime bien sa personnalité en fait. T'es content parce que t'aimes bien sa personnalité, t'as dit. Ouais. Bah déjà au téléphone, en fait, il m'avait fait une bonne impression. C'est marrant, les voix. Là, avec lui, il n'y a aucun moment où je me suis sentie mal à l'aise. Super. Bah génial. Donc voilà. Et surtout, ça m'a soulagée de savoir qu'il allait pas me ruiner. Parce que c'est aussi ça, ce truc de dire le procès c'est la réparation. Si la réparation c'est que derrière t'as fait un crédit qui va te faire vivre pendant 10 ans comme un rat mort, tu vois. Vive la réparation. Donc, par rapport à l'argent, il y a plusieurs choses. C'est que de un, il t'a dit qu'il allait attendre potentiellement les potentiels dommages et intérêts avant de te facturer. Ouais. De deux, ses honoraires sont très raisonnables visiblement. Ouais. Et moins de 2 000 euros dans tous les cas. Non mais c'est super. Moins de 2 000 euros, je sais que je peux payer en fait. Donc non, je suis contente. Écoute, à table. Pour célébrer ça, on va aller manger un kebab. Plusieurs semaines après le premier rendez-vous, l'avocat de Julie la recontacte. Il a eu accès au dossier et y a découvert un élément particulièrement important. Donc je l'ai eu brièvement, mais il m'a quand même dit que en fait, il avait reconnu les faits, Non. mais il minimise. Je lirai ce qu'il a dit, mais c'était genre c'était 2-3 caresses et ça arrivait qu'une fois. D'accord. Et donc il a l'air de dire que c'était rien, quoi, tu vois, c'était absolument rien et c'était pas souvent. Mais tu te sens comment là ? Non, en fait c'est trop bizarre parce que il y a 2 temps parallèles. Il y a le temps de l'affaire et il y a le temps de ma vie. Donc ma vie, elle se déroule. Tu vois, là, je suis en train de travailler et puis en même temps, j'ai une conversation avec mon avocat. Enfin, ça, c'est un peu absurde parce que j'ai l'impression presque qu'on parle pas de ma vie, tu vois. J'ai l'impression que c'est pas de moi dont il s'agit, en fait. Mais surtout, moi, j'étais un peu sidérée parce que vraiment, je m'attendais pas à ce qu'ils reconnaissent, même en minimisant, tu vois. Ouais. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils reconnaissent. Je me suis dit, il va nier en bloc. Vraiment, je préfère qu'il minimise, qu'il n'est pas reconnu, qu'il nie et qu'il dise en bloc qu'il est innocent. Enfin, tu vois, là tout d'un coup, ce serait quand même pas le même programme, quoi. Moi, je crois que ce qui me faisait trop peur, c'est que je sais pas pourquoi, mais c'est qu'on me traite de menteuse, tu vois. Non, mais et je qu'on comprends. me dise que je mens et que j'ai que ça à faire de porter plainte. Franchement, au moins, j'ai l'impression que ça n'arrivera pas. Et c'est marrant, j'ai l'impression que c'est pas ma vie, quoi, tu vois, que je suis en train de parler d'autre chose, de quelqu'un d'autre, que quelque part, ça me concerne pas tout à fait. C'est assez étrange, ça. Je comprends ce qui se passe, mais mes émotions sont totalement déconnectées. Dès qu'il s'agit de quoi que ce soit en rapport avec cette affaire, je n'ai plus d'émotion. Je n'ai aucune émotion. Je ne ressens rien. Oui, je ressens que je ne ressens rien. Je ressens que je ne peux pas, que je n'accède pas à mes émotions parce que peut-être que justement ça me submergerait trop, ou en tristesse, ou en colère. Je reçois pas l'information, donc je vois les choses, mais je n'y accède pas, quoi, sensiblement. Ça reste intellectuel, je constate, on me dit des choses, j'entends, tu vois, mais
c'est ma vie et en même temps, c'est pas tout à fait ma vie. Même ce procès, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas, je crois que ce sera concret le jour où j'y serai. Mais jusque-là, de toute façon, c'est sûr que c'est un mécanisme de défense que j'ai identifié maintenant. Il existe encore dans ma vie à quelques endroits parce que c'est mis en place comme un système enfant pour me protéger, mais aujourd'hui, c'est plus trop la peine que ça existe, ce système. Mais en même temps, il est programmé. En 1832 est donc créée cette loi qui aménage l'article 333, je crois, du Code pénal et qui crée l'attentat à la pudeur sans violence sur mineurs de moins de 11 ans. Anne-Claude Ambroise Rendu est historienne. Elle a publié en 2014 un ouvrage intitulé « Histoire de la pédophilie ». Donc le cadre juridique est en place et le Code dit bien, et les interprètes du Code disent bien que voilà, c'est l'âge de la victime qui fait d'elle une victime et qu'il n'y a pas besoin de savoir si elle était consentante ou pas, il n'y a pas besoin de s'interroger là-dessus. Ça, c'est la lettre. Ensuite, la pratique est très différente et on voit que, d'une part, les victimes ont évidemment beaucoup de mal à déposer une plainte. Alors, je dis évidemment, ça n'a rien d'évident. C'est très difficile parce que ce sont souvent des petites filles et que, particulièrement dans les familles modestes, le seul capital d'une petite fille, c'est sa virginité, c'est qu'elle est pure. Et si elle a été victime d'un attentat à la pudeur, elle n'est plus pure. Si elle a perdu sa virginité, ce qui est l'objet des enquêtes d'ailleurs, est-ce qu'elle a perdu ou non sa virginité, ça aggrave considérablement évidemment le crime, mais aussi le dommage qu'elle a subi, et donc ça entame le seul capital qu'elle ait, qui est sa virginité. Donc c'est très difficile de porter plainte parce qu'en réalité, le dépôt de plainte et la poursuite judiciaire amène l'opprobre sur la famille et sur l'enfant elle-même. Par ailleurs, l'enfant, c'est quand même celui qui ne parle pas, littéralement, donc celui qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas, qu'on ne croit pas. On a quand même tendance à considérer, même les magistrats, il faut bien le dire, que oui, cet enfant a subi ça, c'est pas bien. C'est l'objet d'une réprobation morale, alors là, absolument unanime, mais après tout, elle était très petite, elle ne s'en souvient pas, elle ne s'est pas vraiment rendue compte de ce qui se passait, elle n'a pas pu mesurer, elle oubliera. Donc tout ça n'est quand même pas forcément très grave. Alors, les magistrats ont quand même envie de poursuivre, mais ils ont du mal à poursuivre parce qu'il n'y a pas de preuve matérielle de la réalité du crime. Ils ont beau convoquer les médecins experts qui viennent examiner les petites filles, etc. Par définition, un attentat à la pudeur sans violence, ça ne laisse pas de traces. Ou ça laisse des traces qui ne prouvent rien, qui ne manifestent rien. Et puis la dernière chose sur laquelle il faut insister, c'est que dans tous les dossiers d'assises que j'ai consultés, je me suis rendu compte que la question du consentement de la victime, qui n'est pas considérée donc a priori comme une victime, mais qui est une plaignante en réalité, son consentement, il est toujours interrogé. Alors même que le code prévoit que non, on se demande si quand même elle n'était pas d'accord à partir du moment où elle a 10 ou 11 ans. Avant, ils osent pas trop quand même, mais après, oui. Et les magistrats qui résistent à cette tentation d'interroger le consentement, il y en a, on en trouve, mais ils sont quand même assez rares. La fin du 19e siècle est marquée par une préoccupation nouvelle à l'égard des enfants. On commence de prendre conscience et d'acter que les enfants c'est important, que ce sont les adultes de demain. Il y a aussi une perspective démographique évidemment. Donc ce souci démographique n'empêche que il fonctionne en voisinage, en familiarité, avec je pense quand même une sensibilité nouvelle à l'égard des malheurs, des souffrances. Alors cette sensibilité nouvelle fait que on éprouve davantage le besoin de les protéger, et de ménager leur avenir. Et donc ça se traduit par 2 lois de protection de l'enfance qui sont vraiment très nouvelles, en 1889 et 1898, qui sont des lois qui sont votées au moment où on voit la presse parler avec abondance de l'ensemble des mauvais traitements commis sur les enfants, pas simplement des violences sexuelles, mais des enfants martyrs battus par leurs parents, etc. Et d'ailleurs, la loi de 1898 émane en grande partie de ce bruit médiatique qui a conduit quand même l'opinion et le législateur en particulier, évidemment, à se dire, il faut vraiment se saisir d'une manière législative de cette question. 16 juillet 2021. Nous sommes en route pour un rendez-vous avec l'avocat de Julie. Cette fois-ci,
nous allons pouvoir consulter nous-mêmes le dossier de l'enquête policière. Je suis vraiment curieuse de voir j'ai envie de savoir ce qu'il a dit, ouais. Comment lui il décrit les choses. Comment lui, dans sa mémoire, ça s'est imprimé. C'était quoi, en fait ? C'était quoi pour lui, tous ces moments ? Julie a pris connaissance du dossier. Un moment intense et compliqué, lors duquel elle découvre de nouveaux éléments sur son agresseur et surtout sur ce qu'il a dit aux enquêteurs. Après, moi, j'ai pas envie de remettre sa parole en question. Enfin, même imaginons qu'il a inventé ce truc du fait qu'il était agressé sexuellement. Ouais. Je veux dire, de toute façon, ça ne le défend pas. Non. Donc, Non, puis c'est tellement probable en fait. et moi, j'y crois totalement. C'est-à-dire que finalement, en fait, ce que je trouve moins grave, c'est que la plupart du temps, quand il est pas forcément... Il dit pas qu'il est pas d'accord avec ce que j'ai dit, il dit qu'il s'en souvient pas. Oui. En fait, il dit je m'en souviens pas. Et c'est pareil, j'y crois. Je pense que c'était rien pour lui. C'était pas grave. D'ailleurs, il a dit qu'il avait pris conscience de la gravité de ce qu'il avait fait que lorsqu'il agressait sa fille. Et après plusieurs années d'agression sur sa fille. Comment veux-tu qu'il se souvienne d'un doigt, déjà quand tu agresses plusieurs enfants, sur des années? Comment veux-tu te souvenir? Toi, tu te souviens pas d'eux, c'est eux qui se souviennent de toi. Et ce truc de la peur d'être un pédophile, c'est tellement intéressant. Mais oui. C'est tellement touchant, en fait. Ça, c'est un mec, il agresse sexuellement des enfants, il a peur d'être un pédophile, quoi. T'as peur d'être la personne dont tout le monde parle, ce monstre-là. Tu veux pas être ce monstre. Tu l'es, tu le fais, tu fais tout comme ce qui est décrit, et t'as peur de l'être. C'est incroyable. T'es un pédophile. En fait, tu restes un homme. Non, mais tu restes un homme qui a peur d'être un monstre. Bah oui, bien sûr. Même si t'as les agissements d'un monstre, tu restes un homme qui a peur d'être un monstre. Et moi aussi, je pense que si j'ai minimisé au commissariat, c'est que c'est de la protection, en fait. Je pense qu'effectivement, c'est moi que je protège. En fait, je pense que je peux pas accepter qu'il m'ait fait ça. Je peux pas accepter. Moi, j'ai pas envie qu'il aille en prison, au fond, tu vois. J'ai pas envie qu'il se fasse violer par des mecs, qu'il lui fasse payer. Moi, je pense que lui, ce qu'il lui faudrait, c'est d'être pris en charge par des gens qui considèrent justement son déséquilibre et qui, au lieu de le casser, essaye de le soigner et de faire en sorte qu'il soit quelqu'un. Mais en tout cas, ça m'a quand même touchée, je crois. Sa déclaration, le fait qu'il reconnaisse, le fait qu'il soit désolé de ce qu'il a fait. C'est hyper important. C'est tellement important. C'est pas qu'il ne fait pas que reconnaître, en fait. Il reconnaît que c'est mal. Il reconnaît qu'il est coupable. Il a dit qu'il était il reconnaît la culpabilité. Et il reconnaît qu'il a dû m'infliger de la douleur. Franchement, je vois pas ce que je peux... Déjà, moi, j'allais pas exiger quoi que ce soit, mais je pense que pour n'importe quelle victime, entendre ça de la bouche de la personne qui a agi, très sincèrement, qu'est-ce que tu veux lui demander d'autre? Tout le monde me surprend, en fait. Bah oui. Tout le monde me surprend. Et lui, le premier, il me surprend d'une force. Mais d'une force. Je m'attendais tellement pas à ce qu'il reconnaisse ça. Waouh. Mais du coup, en principe, il n'y a pas de raison que le procès soit pas remporté, en fait. Non. Après, la seule question, effectivement, c'est la question du montant. Ouais. Pour lui, pour l'avocat, en fait. Donc, pour moi, c'est à l'avocat de dire je pense qu'il faut demander tant. Oui, je pense qu'il faut qu'il se renseigne un peu. Parce que c'est à lui de se renseigner, de me dire écoutez, je me suis renseignée, j'estime qu'au vu de l'affaire, on peut demander ça. C'est pas à moi de lui dire. D'ailleurs, c'est marrant parce que l'autre avocate qu'on avait vue, la parisienne, elle disait ça n'est jamais les victimes qui me disent, c'est moi qui demande le montant. Oui. C'est pas la victime qui dit je voudrais tant. Mais pour moi, 15 000 euros ou 20 000 euros, c'est anecdotique. C'est ce qu'on donne à quelqu'un quand il quitte son travail. Oui, non, mais oui. Oui, c'est une thérapie. Une thérapie non remboursée chez un psychiatre. C'est une thérapie non remboursée chez un psychiatre. De toute façon, si eux, ils voulaient me verser des dommages, mais ils n'auraient pas les montants. Oui.
Et surtout, il pourrait rien prétendre, pour moi, hein, au minimum en dessous de 100 000 euros. C'est-à-dire que c'est tellement de répercussions. C'est juste une bataille. Moi, je me suis battue. Mais ça se chiffre comment? Tu chiffres pas la bataille, la solitude. Non, mais ça me fait rire, quoi. 15 000 euros. Des fois, je pense qu'il vaut mieux mettre 0 que de mettre des chiffres dérisoires. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Des fois, c'est plus beau symboliquement de dire il n'y a pas d'argent plutôt que de dire on vous donne une petite somme. Si c'est de ça dont on parle, soyons sérieux en fait. Si on parle pas de ça, alors on parle pas de ça. Et il n'y a pas d'argent, tu vois? Et il n'y a pas d'argent en jeu. Mais si on parle d'argent, pardon, mais il faut prétendre à une vraie somme. En lisant la convocation de Julie, je remarque que l'affaire sera jugée en cour correctionnelle au tribunal judiciaire. Devant la gravité des faits, je m'interroge. Pourquoi ne pas aller aux assises? Le magistrat et procureur général à la cour d'appel de Grenoble, Jacques Dallest, nous éclaire sur la question. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi on juge certaines affaires d'agression sexuelle ou viol sur mineurs en correctionnel? Alors, c'est ce qu'on appelle la correctionnalisation, qui est un processus par lequel une affaire qui était initialement considérée comme une affaire criminelle, un crime, est transformée en fin d'instruction, la plupart du temps, en un simple délit. Un crime, c'est le cas pour les viols. Viols sur mineurs, viols sur majeurs. Mais après une instruction, la plupart du temps, c'est après une instruction par un juge d'instruction, on considère que l'affaire, finalement, peut être qualifiée de délit, de viol, on transformer ça en agression sexuelle correctionnelle. Pourquoi? Parce que sur un plan matériel, sur le plan des éléments de l'infraction, on considère que y a pas d'acte de pénétration sexuelle ou qu'il s'agit que de simples attouchements, ou que l'acte de pénétration sexuelle n'est pas d'une gravité telle, par exemple, je pense à une pénétration digitale, qu'il faille retenir absolument un viol. C'est pas dans un souci d'indulgence particulière, c'est souvent pour simplifier le jugement de l'affaire, plutôt que d'attendre longtemps avant que l'affaire passe devant une cour d'assises. Il vaut mieux faire passer l'affaire devant un tribunal correctionnel, mais pour ça, il faut que l'affaire ait été requalifiée en délit. Alors, ça se fait normalement avec l'accord de la victime, de la partie civile, qui peut s'opposer, qui peut être opposée à l'idée que son affaire soit transformée en un simple délit. Elle peut contester la décision du juge, faire appel, et ça peut susciter un débat, et finalement l'affaire peut être conduite devant une cour d'assises. Il faut savoir qu'une affaire qui passe en cour d'assises prendra beaucoup plus de temps, parce que la cour d'assises n'est pas une juridiction qui fonctionne en permanence, et que quelquefois, pour des raisons assez pratiques, on préfère transformer l'affaire en un simple délit. Sur le plan du droit, est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que cela change? Alors, la peine n'est plus la même. Un viol peut être puni de 15 ans de réclusion criminelle, un viol simple. Un viol sur mineur, la peine maximale est de 20 ans, donc la peine est très élevée. Alors que si on correctionnalise, la peine descend à 10 ans. Le maximum d'une peine encourue pour un délit est de 10 ans d'emprisonnement. Vous voyez, le quantum n'est pas le même. Cela dit, qui dit cour d'assises avec juré, vous pouvez avoir aussi un doute sur la nature des faits, qui finalement va profiter à l'accusé. Et en cour d'assises, on voit des acquittements et des victimes qui sont indignées parce qu'elles n'ont pas été entendues, parce que les jurés sont assez sensibles à certains aspects, alors que des juges professionnels en correctionnel, où là il n'y a pas de juré, vont avoir un autre regard et vont peut-être plus facilement déclarer coupable l'auteur. Ils auront moins d'état d'âme que des jurés qui sont évidemment plus nombreux, et que quelquefois le passage en correctionnel peut garantir plus une condamnation qu'en cour d'assises où le risque d'acquittement est aussi réel. Je me mets du côté du plaignant, de la plaignante. Emporter la conviction de 9 personnes en cour d'assises, dont 6 jurés, n'est pas si évident que ça, et qu'il arrive que certaines affaires soient correctionnalisées pour cette raison, pour éviter la lourdeur du processus criminel. Ce processus-là, il est mal compris. Il ne s'applique pas d'ailleurs uniquement pour les agressions sexuelles, les viols. Il peut s'appliquer par exemple pour des coups de couteau. Mais vous savez, la correctionnelle, c'est des audiences un peu fourre-tout, alors que la cour d'assises, c'est une audience, une affaire. Alors qu'en correctionnel, effectivement, il y a le sentiment qu'on met au même niveau
on met des choux et des carottes, quoi. Alors, il existe depuis, à titre expérimental, et ça va être généralisé normalement en janvier prochain, ce qu'on appelle les cours criminelles, c'est-à-dire des cours d'assises sans juré, qui peuvent juger des affaires où la peine est de maximum 20 ans de prison. Et ça veut dire qu'un viol peut être jugé, pour l'instant, dans certains départements, pas partout en France, devant une cour d'assises, une cour criminelle, sans juré. C'est-à-dire, il y a 5 magistrats professionnels. Il faudra voir les effets de ces audiences de viol, qui peuvent être de manière comme en cour d'assises à huis clos, mais il n'y a pas de juré. Dans un rôle de cour d'assises, il y a majoritairement des affaires de violence sexuelle. Et donc, l'idée de départ, c'était d'alléger la cour d'assises en enlevant des dossiers de cette nature, en les mettant devant des juridictions sans juré. Septembre 2021, veille du procès. Du coup, toi, jeudi, tu vas devoir parler. Nous sommes chez la grande sœur de Julie, de 18 ans son aînée, qui nous accompagnera au procès. Il y a quelqu'un qui préside, j'oublie tout le temps, je crois que c'est la présidente. C'est une présidente qui va récapituler les faits, récapituler tout le dossier. Ensuite, ils vont l'interroger lui, je crois. Ensuite, mon avocat plaide. Ensuite, moi, je peux être interrogée. Je vais certainement être interrogée par le jury. Avant la plaidoirie, ouais. Avant la plaidoirie, pardon. Avant la plaidoirie. Avant que mon avocat plaide. L'avocat de la défense, donc l'avocat du prévenu, peut te poser des questions. La présidente. Oui, elle peut te poser des questions. Mais Elle lui, peut me pareil. poser des questions, elle peut me dire venez à la barre. Je voudrais éclaircir un point. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer, par exemple, telle ou telle chose? Voilà. Ensuite, mon avocat plaide. Ensuite, l'avocat de plaide. Et lui aussi peut venir me poser des questions. Sauf que, comme il a avoué, son avocat, apparemment, il va pas faire le gros malin. Oui, et puis après, là, l'avocat, il disait donc que lui, sa ligne de défense, ça risque d'être qu'à l'époque, il était alcoolisé, qui justifierait pourquoi il est passé à l'acte, parce que c'est ça que mon avocat disait, la cour va pas le lâcher sur ça. Pourquoi il faisait ça? Donc peut-être qu'il va dire qu'à l'époque, il buvait, parce qu'il a déclaré ça apparemment quand ils l'ont interrogé. Que lui-même avait été victime d'un prêtre quand il était petit. Donc il peut dire que voilà, il a été victime. Et puis c'est quoi d'autre C'est à peu près tout. Mais en soi, rien de toute façon. Aucun des arguments qu'il peut avancer ne peut constituer une raison. Enfin, à la limite, ça le regarde lui, et pas toi. Et peut-être que ça va durer 30 minutes, le procès aussi, Julie. Il faut pas que ça se trouve... il n'y aura même pas de questions, il y aura, ils vont dire les faits, est-ce que vous reconnaissez? Oui, et hop, c'est fini, quoi. Il ne faut pas non plus attendre... l'avocat, c'est pour ça que c'est bien, les rendez-vous que j'ai eu avec lui, parce qu'il m'expliquait ça aussi. Il me disait, ça va déjà c'est public, il m'a dit, attendez-vous à ce que n'importe qui puisse être dans la salle. Il y aura plusieurs affaires jugées dans la matinée. Donc, ouais. Ça veut dire qu'on va attendre. Ça veut dire qu'on passe pas à 8h30, que les premiers seront ceux qui sont en tôle, parce qu'il faut libérer leur escorte. Sympa, hein. On passe dans la matinée, mais on sait pas à quelle heure. Et t'appréhendes un peu jeudi, du coup quelle heure Non, je voulais pas apprendre des choses ignobles, ça me fait mal au cœur, quoi. Pour Julie et tout, jusqu'où ça avait été, en fait. Voilà. Après, moi, je vais venir pour aider Julie. Si je suis là en train de chialer, ça sert à rien, quoi. Je suis pitoyable. Ça va pas l'aider. J'ai décidé d'être digne, d'être forte. Alors bon, faut que je me prépare. Voilà. La veille du procès, Julie et moi allons dormir chez sa mère. À l'heure du dîner, nous parlons du lendemain. Tu t'attends à quoi, toi, pour demain? Il y a un truc dont t'as peur ou pas du tout? Non, je pense que j'ai pas très hâte quand même d'être appelée à la barre. Pas très hâte. C'est ça qui te fait le plus peur? Ah bah ouais. Bah oui, parce que sinon, j'imagine que le reste, entre guillemets, t'es assis, ça te concerne, tout me concerne, mais t'es pas non plus devant les gens, quoi. En plus, lui, il a dit que tout le monde allait être en robe et tout, en toge, c'est un truc hyper symbolique, en toge. Ma robe Flamme olympique, c'est une reproduction historique. Non, mais tu sais, il y a un petit côté folklorique, quand même. Ouais. Quand il a dit, alors je te préviens, on sera habillés
je suis moi. Mais je ne suis pas moi. Je suis en robe. Non, mais sinon, moi, Donc, ce qui te fait peur, c'est d'être appelé là-bas. Parce que t'as peur de parler devant les gens. Ouais, j'ai pas très envie de parler, ouais. T'as pas peur de le voir? Ah bah quand même, je l'ai Ouais. pas vu depuis 10 ans. Vers 17 ans, je l'avais croisé. Mais il était en voiture, c'était pas en vrai, il passait juste. En vrai de vrai, je l'ai pas vu depuis que j'ai 11 ans, je pense. Enfin, je me souviens même plus vraiment de sa tête, en fait. Toi, tu l'as revu plus tôt. Parce que je l'ai revu à l'enterrement. Ah oui. Et sinon, qu'est-ce que j'attends? Bah, une décision de justice. Quand même. Ok. Mais dans quel sens? C'est-à-dire que là, lui, il a avoué, mais la justice, elle a pas jugé l'affaire, justement. Et qu'il soit reconnu coupable, en gros, si je comprends bien. Bah, de toute façon, il a avoué, donc il est de toute façon reconnu coupable. Avant même que la justice tranche, c'est lui qui dit oui, je suis coupable de ce qui... Je reconnais ce dont on m'accuse. Donc, entre guillemets, là, la justice, elle a effectivement à le dire. À dire... à remettre les faits en perspective. À le dire publiquement, du coup. À le dire publiquement, ouais. Ok. Non, mais donc, du coup, t'es pas stressée ou apeurée ou t'es juste dans l'attente de voir comment ça se passe, quoi. Je suis pas hyper ravie, mais en même temps, je suis contente que ça se fasse tout début septembre, avec la fin de l'été, et que ce soit pas un truc que j'attende à la mi-octobre ou fin octobre, enfin un truc qui traîne et tout ça. Là, il y a quelque chose où je me dis, c'est un peu dans le mouvement de la rentrée, ça vient de clôturer un chapitre. Et puis oui, bah ouais. Moi, ce que je trouve bien, c'est que bah on y aille ensemble, ça me fait super plaisir. Et puis après, bon, bah c'est sûr qu'en soi, je pense que ce sera pas un super moment. Mais en même temps, je pense que ça va être court. Puis aussi, moi, je pense que ce qui m'intimide, c'est que j'ai jamais été dans un tribunal, en fait. Je pensais jamais rentrer dans un tribunal de ma vie. Pour moi, c'est un non-lieu. C'est un lieu où, a priori, tu peux ne jamais aller de ta vie. Bien sûr. Et quand tu y vas, en général, c'est pas pour un truc cool. Donc c'est toujours des lieux, moi, que j'ai regardés de l'extérieur en me disant, je sais pas trop ce qui s'y passe. Et tout d'un coup, quand tu y es convoqué, moi, je trouve ça hyper impressionnant, en fait. Tout d'un coup, tu sais que tu vas aller dans un tribunal, quand même. Quand t'es convié dans le lieu, je trouve que c'est un peu intimidant. Mais alors, quand t'es coupable... Ouais, par exemple, je me dis, mais qu'est-ce qu'il... Lui, il se dit. Lui, ce soir, là, il sait que demain matin, il est jugé pour un truc qu'il a avoué. Enfin... C'est quand même assez vertigineux. Moi, j'ai aucune idée de à quoi il ressemble. Et ah oui, bah moi, je sais pas quel que j'appréhende. Enfin, pas que je sais pas, j'ai rien à appréhender moi, mais. Juste dans ma mémoire, je sais qu'il était blond, mais maintenant il est vieux, donc est-ce qu'il est encore blond? Ah ouais, je me le suis jamais représenté en fait. Puis toutes ces années qu'on en parle, je me dis. Bah oui. Non, puis même avec le temps, je veux dire, les gens ils changent, les corps ils changent. Ah ouais. La nuit tombe et à quelques heures du procès, Julie se confie. Du coup, t'étais angoissée ces derniers jours? Bah, un petit peu quand même, ouais. Enfin, en fait, je m'en suis rendu compte parce que je bouffais un peu de la merde. Et j'étais là... Enfin, c'est pas... Je sais pas comment dire. C'est pas du stress. Tu sais, le stress, c'est en surface. Ouais. C'est... Là, c'est plus un truc d'entrailles, quoi, où t'es là... Un truc profond, un truc latent, quoi. Comme noué, quoi. Un peu noué. Pas stressé, noué. On va attendre que ça se passe, quoi. Ouais, ouais, non, c'était de l'angoisse. Je me suis rendu compte que j'étais angoissée. Ça fait que je suis là. En même temps, je suis un peu à côté. Ouais. Je suis tout le temps un petit peu à côté de ce que du présent. Je suis un tout petit peu en train de déjà y être un peu, quoi. Tu vois, je suis pas légère. Ouais. Je suis pas légère, là. Oui, mais moi, j'ai envie que ça passe, en fait. J'ai pas envie de... Là, tu vois, en plus, j'ai vu quand même mon avocat 3 fois ce mois-ci. Ouais. Au bout d'un moment, t'as envie de t'en débarrasser. Moi, c'est pas ma vie. C'est pas ma vie. Tu peux pas vivre en attendant un procès. C'est pour ça que je pense à lui aussi. Je me dis, waouh. Mais moi, je suis tout le temps rattachée à lui, alors que tu vois, j'aimerais qu'on se détache, en fait. Me désassocier, qu'il soit plus associé à ma vie.
Le regard s'est absenté de la pièce. Il est au-dessus sur le toit. Il est au-dessus. Au-dessus du toit de la maison. Il est au-dessus sur la ville. Il s'éloigne, incognito, anonyme. Il est avec les autres dans le ciel. Et là, tout de suite, il nage. Il plane. Longtemps. Et d'ailleurs, il ne reviendra pas. Il a décidé. L'esprit, il restera là au-dessus. Ce n'est pas grave, il faut bien être à un endroit. Il y en a dedans, il y en a sur le côté, il y en a devant et d'autres derrière. Et il y a au-dessus. C'est comme en dessous, mais c'est à l'envers. De toute façon, ça ne change rien. Ça change tout. Au-dessus du corps, du toit et de la ville. Peut-être qu'il est là. J'ai dit peut-être. C'est peut-être. C'est de la politesse. Quand on ne sait pas. Et quand on sait, on dit le même mot. Peut-être. Si un jour vous devez vous porter en justice, pensez à vous renseigner auprès de votre assurance ou de votre banque sur les régimes de protection juridique auxquels vous auriez pu souscrire sans forcément le savoir. Attention cependant, si cela concerne des affaires antérieures à la souscription, cela peut ne pas fonctionner. Pensez aussi à vous renseigner sur l'aide juridictionnelle. Dans certaines villes, il existe aussi des permanences gratuites d'avocats. Vous venez d'écouter le 5e épisode de Kintsugi, l'histoire de ma reconstruction, un podcast de Nina Pareja avec Julie, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours. Réalisation et montage Aurélie Rodriguez, la musique est signée Thomas Loupias, notre stagiaire Mona Delahaye a participé à l'élaboration de cet épisode. Voix additionnelle Aurélie Rodriguez.